Nous étions donc tantôt du côté du Congo-Brazza où le leader de l'opposition est rentré au gouvernement, ce qui lui vaut d'être donc mis en réserve de son parti, l'UPADS, conformément à ces dispositions statutaires et réglementaires. Autre propos donc du leader, il dit qu'il faut que j'ai... Ça va rejoindre la question que je posais avant la pause à Credo qui répondait. Le leader dit il faut que j'ai des coudées franches, des mains libres, parce qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Vous avez des situations, je l'ai dit tantôt, où même c'est le président de la République qui est président de la République, chef de son parti. Alors qu'on sait que le parti, c'est partisan. Est-ce que ça ne défie pas le bon sens? Oui, en fait, je pense que même quand vous faisiez cas du Togo, c'est Credo qui a fait cas du Togo. Implicitement, le président de la République n'est plus président de son parti. C'est pourquoi ils vont au Congrès pour nommer ou choisir celui qui doit aller à la présidentielle. Donc, même si on ne l'a pas dit comme ça, le président de la République n'est plus le président du parti, sinon il ne devrait plus aller au Congrès. Il va directement et puis il dépose. Mais chaque fois, même j'ai conseillé unir aller au Congrès avant même de choisir le président de la République. Je me rappelle même que c'est comme en 2015, il a fallu, le choix voulait tomber sur Foulibazi Katari. Donc, quelque chose comme ça. C'est pour dire qu'en réalité, le président implicitement n'est plus implicitement le président de la République, le président du parti unique, comme on le dit. Mais le souci ici, c'est que, vous voyez, la déclaration que tu viens de nous lire, ça montre en fait que, comme les députés chez nous aussi, il y a une compatibilité entre les postes ministériels et les postes législatifs. Donc, de toutes les manières, il ne peut plus être là-bas. Il ne peut plus être président du groupe parlementaire là-bas, puisque quand il devient ministre, il ne doit plus être dans... Donc, c'est pourquoi dire que le secrétaire n'a fait que essayer de nous bleuir, ici, moi, je peux le prendre ainsi. Parce que quand vous vérifiez, rien même ne lui permettait même d'être encore comment dire, le président du parlementaire du parti. Parce que quand vous êtes président, quand vous êtes ministre, vous quittez le Parlement. Maintenant, l'autre volet également, je me dis que si réellement ce sont leurs dispositions, c'est plutôt leurs dispositions statutaires qui nous ont lues. On avait chassé son papa pour pouvoir... Il y a les Anglais qui ont dit, l'actuel président consort, on a chassé son papa, donc il devait plutôt garder rancune et sortir des discours violents ou essayer d'invectiver ou vitupérer l'entrée de celui-là. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont déjà consommé cela. Et en plus, moi, je me dis que même on voulait donner la chance au fils de l'ancien président aussi de tenter de vouloir. Donc c'est ce qu'on essaie de faire, ce qu'on ne dit pas. Moi, il y a une déclaration populaire que j'aime beaucoup, on dit que la foule ne réfléchit pas. Quand on parle de l'opinion, ça veut dire que quand on vous nomme ou vous êtes élu pour diriger un parti, dirigez. Quand vous voulez faire les choses par rapport à l'opinion, vous allez rendre des comptes bizarres parce que vous avez une directive à donner. Si je suis président, je dis que je vous amène à prendre le pouvoir dans 10 ans. Si je dois faire ce que vous dites encore, je ne peux plus tenir ma parole. Donc, les gens doivent comprendre que ça s'est passé souvent chez nous aussi. Je me rappelle que les gens marchaient ici et puis, arrivé là-bas, on a Barcelone, on leur dit que c'est la foule, même qui a pris l'autre direction. Tu n'es plus leader. Donc, il faudrait que les gens assument. Et le peuple aussi n'a qu'à comprendre, je le dis dans le cas du Togo aussi, quand vous élisez les gens, quand vous nommez les gens, ou plutôt vous faites élection, que vous donnez votre pouvoir aux gens, vous perdez ce pouvoir. C'est les gens là qui doivent vous rendre compte. Après, si vous voulez, vous les reconduisez ou vous ne les reconduisez pas. Alors, dans le cas d'espèce, s'il arrivait par extraordinaire que son entrée au gouvernement se solde par, j'ai envie de dire, un échec, il ne se trouve pas être un bon ministre, ça veut dire que le parti n'est comptable de rien. Non, moi je dis toujours que l'échec n'est pas négatif. Donc l'échec n'est qu'une étape de l'apprentissage. Parce que c'est un choix que moi j'encourage. Et donc il est parti au gouvernement. Donc il va apprendre comment les actions, les actes gouvernementaux se posent. Donc il a fait le choix. Maintenant, si ça se conclut par un échec, certes l'échec sera dans un premier temps collégial, mais lui, dans cet échec-là, au moins, il aura eu le mérite de connaître ses forces, ses faiblesses, ses défauts, ses qualités et ses limites. Donc, on ne peut pas le culpabiliser parce que l'échec sera toujours collectif. Parce que lui, il va essayer, avec son portefeuille, de donner le meilleur de lui-même. Donc, c'est là où il faut plutôt le juger. Parce que si nous prenons le général, nous allons faire le diagnostic général de l'action du gouvernement dans quelques années. Donc là,
on dira le gouvernement a excellé par rapport à sa politique générale, a pu réaliser des choses. Maintenant, pourquoi est-ce que nous nous posons la question? Pourquoi est-ce que dans toute action gouvernementale, il y a toujours des lettres de mission pour ceux qui détiennent les portefeuilles? Donc, c'est sur les lettres de mission, normalement, qu'on doit les juger pour savoir s'ils ont réussi. Le sommet, l'action globale peut ne pas avoir le même taux de réussite, mais l'action, disons, en griffe individuelle de chaque détenteur de portefeuille peut être positif. Donc là, moi, je crois que c'est une expérience qu'il faut souhaiter parce que vous voulez conquérir le pouvoir, apprenez à la base. Donc, l'apprentissage, c'est ce que je résumais. Oui, mais si vous prenez la chose dans ce sens, est-ce que ça ne veut pas dire finalement que l'autre dont vous êtes censé être l'adversaire, finalement, vous devenez des alliés parce que chaque fois, vous entrez au gouvernement? Non, mais est-ce qu'un adversaire est négatif? Non, pas totalement. L'adversaire ne doit pas se métamorphoser, comme le disait M. Sossou, en ennemi. Vous pouvez être des adversaires politiques, mais pour le bien commun, chacun doit donner le meilleur de lui-même pour que le pays se développe. J'ose croire que c'est dans ce sens. Mais même si, lorsque vous êtes des adversaires politiques, cela ne vous empêche pas et ne vous entachera en rien que de réfléchir au bien des populations. Je dis au bien des populations. Vous savez, lorsque les acteurs politiques démissionnent et laissent la foule réfléchir à leur place, leur donner des invectives, leur donner un couloir pour circuler, donc là, on a peur tellement de cette foule. Monsieur Sossou a parlé de l'opinion. Monsieur Akleso a développé. Mais moi, je dis, la foule, en politique, on conditionne. Lorsque tu es un très bon leader, tu conditionnes la foule. Tu dois arriver à conditionner la foule. Ouais. Parce que ce n'est pas la foule qui doit te donner des invitations. Parce que tu étais avec eux. On suppose que tu connais leur mentalité. Tu sais ce pourquoi tu prends ce portefeuille-là. À un certain moment, il faut user de pédagogie également pour dire non. Lorsqu'on est dans la foule, il y a ce qu'on appelle l'euphorie, l'émotion, ça supplante les actions. Mais lorsqu'on a de la responsabilité, mais il faut de la mesure, il faut de la sagesse. Donc, c'est deux vases assez différents. Donc, c'est là où je dis, la foule est toujours conditionnée en politique. Et c'est difficile pour nos hommes politiques, ils n'arrivent pas à le faire parce que eux-mêmes, vous savez, le comportement de certaines foules politiques, on peut reprocher cela, mais le premier responsable, ce sont justement nos leaders politiques, parce que pour gravir les échelons, ils conditionnent mal les peuples, donc ils ont des attitudes, et lorsque eux-mêmes ils prennent des parts de responsabilité, s'ils voient qu'on leur applique ce qu'eux-mêmes ils ont déjà appris à leurs militants, donc ils se mettent tellement ils sont tellement énervés. Non, la foule doit être conditionnée en politique, et pour conditionner la foule, il faut avoir de la mesure, de la sagesse, avoir un langage de vérité. Donc il y a des gens, lorsque certaines personnes disent que les acteurs politiques sont des menteurs, je dis non, pas tous. Parce que si tu viens à la politique par effraction, donc tu peux adopter certaines attitudes. C'est là où moi je dis, le mouvement, bien le parti politique, dont on a connu M. Sossou à travers un mouvement citoyen. Donc après, ça s'est métamorphosé en parti politique. Et lorsque vous voyez les thématiques qui sont faites, en fait, c'est comme ça. On doit apprendre. Donc, on ne crée pas son parti politique pour dire du jour au lendemain, nous voulons aller au perchoir. Donc, il faut aller. Et là, moi, je suis heureux. C'est pas parce qu'il est devant moi. Mais en tant qu'acteur politique, lui aussi, il peut dire, mais nous avons vu des gens qui ont créé des partis politiques à la veille des échéances électorales, qui ont déposé leur candidature. Mais lui, il a choisi d'être un conseiller municipal. Donc, est-ce qu'on peut me dire, est-ce que lui-même peut me dire qu'il n'apprend pas? Au moins, il apprend à la gestion de la chose publique. Et je crois que l'expérience, les années qu'il va passer là-bas, ça va lui servir. Lorsqu'il aura cette opportunité d'aller demain à l'Assemblée nationale, vous verrez que au moins, il aura déjà semé les bonnes pratiques, non pas seulement pour le bien de ses militants, mais dans l'esprit même de la gouvernance. Parce que lorsqu'on est au niveau communal, ce n'est que la délocalisation de l'action gouvernementale. Donc c'est là où
nous devons, c'est pourquoi je voudrais insister, dans le cas même de la politique en Afrique, et plus particulièrement du Congo ou bien du Togo, on doit aboutir à ce renouvellement de la classe politique. Parce que des gens ont pris la politique en otage. Et là, c'est ce qui arrive, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le contexte congolais. Mais dans le cas, oui, justement, dans le contexte congolais, est-ce que ce n'est pas aussi un désespoir de cause comment il s'appelle, Denis Sassou Nguesso, ça fait plus de 35 ans qu'il est au pouvoir. On se dit finalement, nous luttons contre un ogre, ça ne donne rien, on va aller. Non, justement, voilà, ça c'est une autre façon de réfléchir. C'est ça qui bloque beaucoup, beaucoup de nos camarades pour comprendre même que celui qu'on appelle l'ogre là est une opportunité même. Parce que quand vous prenez Denis Sassou Nguesso, lui-même, quel âge il a maintenant? 77 ans. 77 ans. S'il finit son mandat, il va être autour de 80 et quelques. Vous savez, quand quelqu'un tient le pouvoir par la force, et on sait que Sassou Nguesso tient le pouvoir par la force. Lorsque vous êtes des nouvelles forces, vous voulez à tout prix prendre le pouvoir, à moins que vous voulez vous enfermer tout le temps dans les vieilles méthodes. Le fait même, c'est pour ça que je dis qu'il faut, comme Credo l'a dit, il faut savoir aussi étudier la psychologie et travailler sur les mentalités. Si vous êtes, ça dépend des partis. Comme par exemple chez nous, vous avez un temps pour prendre le pouvoir. Vous dites que vous vous donnez 20 ans pour prendre le pouvoir. Mais vous dites que vous voulez prendre le pouvoir d'État. Il ne suffit pas seulement de dire. Il suffit d'avoir des stratégies pour vous amener à prendre le pouvoir d'État. À partir de quand on dit les stratégies, vous prenez le pouvoir d'État, mais c'est toute une direction. Donc depuis là-bas jusqu'au sommet. Et donc si vous voulez prendre le pouvoir d'État, ça veut dire que vous le prenez pour être meilleur que les autres. À partir de cet instant-là, vous ne pouvez pas refuser les espaces de comment on appelle ça, les parcelles de pouvoir. Les parcelles de pouvoir, y compris avoir vos hommes dans les préfectures, tout ça là, ça fait partie des espaces de pouvoir. Mais ça veut dire maintenant, que vous n'êtes pas adepte du radicalisme? Non, ce n'est pas une... Voilà, maintenant, c'est la question aujourd'hui qu'il faut se poser. Après 30 ans du radicalisme, quel est le résultat? Mais en même temps, vous avez posé la question d'être allié. Moi, je ne parle pas d'être allié, je parle de stratégie. Parce que quand vous dites, vous êtes un parti politique, aujourd'hui avec des enfants, des jeunes qui ont été à l'école, vous ne pouvez plus leur tenir le langage des années 90, où les gens ne connaissent pas ce que c'est que la politique. Aujourd'hui, un jeune homme, il a beau ne pas être politicien, il suffit qu'il prenne son ordinateur, il va comprendre un peu ce que c'est que la politique. Si vous êtes un acteur politique, vous devez faire de la politique avec les stratégies. Et l'adversaire politique est une stratégie. L'adversaire politique en lui-même est une stratégie. Vous voyez, non? Quand vous prenez un chef d'État qui a le pouvoir, vous le prenez individuellement, il constitue une stratégie. Comment il réfléchit, comment il déplace, il constitue une stratégie. Les gens qui sont autour de lui constituent aussi les stratégies. Maintenant, la façon dont il gouverne aussi, c'est ça. Mais vous voulez prendre, si tout ça là, vous ne mettez pas ça pour se dire, bon, face à ça, c'est comme ça qu'on se comporte. Face à ça, c'est comme ça qu'on se comporte. Vous attendez. Et donc, vous comptez seulement sur la foule. C'est-à-dire, la foule, c'est quoi? C'est-à-dire, la foule, à un moment donné, soit par soulèvement populaire, ça peut arriver. Le chef de l'État est évincé. Vous prenez le pouvoir. À partir de ça, vous prenez le pouvoir. Mais il vous manque les hommes d'expérience. Vous voyez? Donc, si vous ne savez pas, vous êtes obligé de rappeler les gens qui ont travaillé avec l'autre, parce qu'il vous faut des gens pour travailler. Et là, la foule que vous craignez, c'est elle qui va maintenant vous lyncher. Dis, mais nous, on est sortis, on a offert nos poitrines, et vous ramenez les gens là qu'on ne voulait pas. Oh, vous en avez besoin, parce que vous êtes un responsable, vous en avez besoin. Et il vous faut les ramener. Vous n'allez plus vous attendre avec la foule. Or, si par anticipation, vous leur apprenez en disant, prendre le pouvoir est un fait. Mais quand vous prenez le pouvoir, c'est de l'administrer et d'être meilleur. Il vous faut tant. La foule, elle n'est pas finalement bête. Elle sait que quand vous y allez, ça fait partie de la stratégie. Mais aujourd'hui, comme vous le dites, c'est le radicalisme. Pour le moment, les gens pensent que le radicalisme continue par payer. Oui, pour être opposant, farouche, je suis d'accord. Mais le radicalisme ne peut pas amener véritablement à être un administrateur politique une fois que vous avez pris le pouvoir. Notre deuxième sujet à présent, nous allons parler de la Côte d'Ivoire et évoquer donc ce jugement, le procès pour complot de l'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Kigbafori Soro et d'une vingtaine de ses partisans. Le procès s'est ouvert hier mercredi à Abidjan en l'absence du principal accusé qui vit en exil à l'étranger depuis 2 ans. Cette première demi-journée d'audience s'est résumée à une bataille de procédure entre le ministère public et la défense. Cette dernière dénonçant de grossières infractions à la procédure et obtenant un renvoi d'1 semaine pour avoir communication des pièces du dossier qu'elle disait ne pas avoir. Alors on voit à clair sur que le pouvoir ivoirien
tient coûte que coûte à juger l'ancien Premier ministre ivoirien? Moi, je suis mal à l'aise par rapport à ce procès. Parce que il y a même que parmi les chefs d'accusation, il y a quelque chose qu'on reprochait à Guillaume Soro depuis 2007. Alors qu'à partir de 2011, il a travaillé avec Ouattara. Donc s'il y a ce chef d'accusation, pourquoi on ne pouvait pas l'inculper depuis là? Et puis l'autre souci aussi, Guillaume Soro a invectivé Ouattara durant les élections présidentielles comme ça. Donc il y a un musulman, un Tchèque qui m'a appris quelque chose un jour. Il dit que quand, dans la guerre sainte, même si j'avais tué tous tes hommes, tout ton armée, et que on dit que la guerre est finie, et que je crache sur toi, si tu me tues, tu as fait vengeance et non la continuité de la guerre, parce que la guerre est déjà finie. Toi, parce que j'ai craché sur toi, tu voulais répondre à cela dont tu m'as dit. Donc, c'est une sorte de vengeance, c'est ce que je suis en train de dire. Parce que, normalement, Ouattara demandait la réconciliation. Et la réconciliation, c'est d'appeler tous les acteurs politiques sur la table et vous régler les problèmes. Maintenant, ce procès, même s'il dit que Guillaume Soro est chef rebelle, Guillaume Soro a travaillé avec lui. Subitement, c'est depuis qu'il a quitté le gouvernement qu'on a fait ressurgir l'histoire de chef Oui, rebelle. ça voudrait dire que moi, j'aurais préféré même que Ouattara fasse un feedback pour dire que chaque fois qu'il accuse Guillaume Soro, lui aussi, il est dedans. Parce que sans Guillaume Soro, Ouattara aussi ne serait pas là où il est. C'est Guillaume Soro qui a joué la part des choses. Maintenant, je suis allé même sur la portée juridique de ce jugement aussi, où même actuellement, en Belgique, on est en train de refuser le jugement par contumace. En France, ils ont même changé, ils disent que, comment ils appellent, délit de défaut, je pense c'est le nom là. Les Américains l'appellent, comment dire, in absentia. Ça voudrait dire que chez les Américains, quand la personne n'est pas là, et que vous jugez, la personne peut revenir et demander le vrai jugement. Et en plus ici, ce n'est pas dans l'histoire de contumace souvent, quand vous allez dans la racine du mot, c'est quand quelqu'un fuit le procès qu'on lui applique cela. Ici, c'est vous qui avez chassé la personne. Donc, c'est pourquoi je dis que, à moins que mon monsieur Sossou a dit, que l'Afrique veut montrer un excellent talent dans ce que je ne sais pas, je préfère plutôt que... Monsieur Credo, je préfère plutôt que le Ouattara et ses juges revoir leur position pour que la Côte d'Ivoire aille en paix, quoi. Justement, d'après ce que dit Akle Soweso, on est dans un contexte où la Côte d'Ivoire parle de réconciliation, de paix. On prône même le retour de l'ancien président. On sait l'inimitié qui a existé entre lui et le président Alassane Ouattara. Est-ce que dans ce contexte-là, ce procès est opportun? Je dirais non, ce procès a priori n'est pas opportun parce que l'idée de réconciliation qu'on vendait ou bien qu'on vend aux Ivoiriens et à l'opinion internationale, c'est comme si la réconciliation se définissait uniquement par le retour de Laurent Gbagbo et puis de Charles Blé Goudé et de leurs militants proches. Donc la réconciliation doit être, disons, un assemblage. Donc ça doit être un tout. Donc si vraiment Ouattara voulait de cette réconciliation, je crois que Ouattara pouvait faire économie de ce procès de Guillaume Soro. Parce que, et vous aurez compris que en initiant même ce procès, donc c'est, disons, une certaine aversion que M. Ouattara est en train d'extérioriser contre la personne de monsieur Guillaume Soro. Donc moi je dis, c'est un procès qu'on pouvait... Je suis tenté de dire que c'est un procès inutile. C'est un procès inutile parce que ça va essayer d'embrigader tant soit peu le processus de réconciliation qui devrait permettre, parce que tout le monde sait dans quelles conditions M. Guillaume Soro est parti, même si lui aussi il a eu quelques écarts de langage. Mais on sait également le rôle que M. Guillaume Soro a joué aux côtés d'Alassane Ouattara avant sa prise de pouvoir. Donc on sait comment les deux ont géré le pays jusqu'à ce qu'il y ait, disons, une certaine dissension entre eux deux. Maintenant, vouloir coûte que coûte faire condamner Guillaume Soro, donc je crois que peut-être qu'il va avoir du succès sur le projet de réconciliation en faisant revenir Laurent Gbagbo et puis Charles Blé Goudé, mais il va créer un autre fossé en
condamnant Guillaume Soro et ceux qui sont proches à Guillaume Soro. Donc, et en Côte d'Ivoire aujourd'hui, on a besoin de tous les fils. Donc, je crois qu'on peut trouver un autre cadre pour discuter et essayer de pacifier le pays pour que tous les acteurs politiques se reconnaissent. Est-ce que ça veut dire que la réconciliation qu'on prône en Côte d'Ivoire se fera sans Soro? Vous savez, il y a un personnage que beaucoup d'Africains ignorent dans l'histoire de l'esclavage. L'esclavage qui est notre histoire à nous. Ce monsieur s'appelle Bartholomé de Las Casas. Généralement, nous oublions de compléter cette formation-là à nos enfants à l'école. C'est un monsieur qui a tenté de mettre fin à une injustice et il a créé la plus grande injustice. Donc, vous savez, à l'époque, en Amérique, quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique, il fallait transformer. C'était les Amérindiens. L'histoire de Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Voilà, bon, ça c'est... Tout le monde dit c'est voilà, un mensonge, voilà. Bon, voilà, c'est pour dire, voilà, il fallait quand même développer l'Amérique. C'était à l'époque, c'était les Anglais. Donc, bon, voilà, on utilisait les Amérindiens qui mouraient en masse. Donc, ce prêtre-là, il a voulu sauver les Amérindiens. Il propose aux négriers, il dit, mais allez-y en Afrique, parce que le prêtre connaissait. Il dit, allez-y en Afrique, vous trouverez quelques noirs, ils sont robustes, ils sont plus résistants. Lui, il voulait sauver les Amérindiens. Il propose, et c'est après qu'il s'est rendu compte que sa proposition a entraîné ce que l'histoire retiendra comme le canton. Donc, il a voulu... Alors, vous savez, comment l'appelle-t-on, Ouattara, lui-même, il propose, comme vous l'avez dit, la réconciliation. Poser la question de savoir est-ce que, en ramenant les Gbagbo, il ne crée pas une autre injustice, tout ça. Là. Vous savez, Ouattara, tout le monde connaît aujourd'hui Ouattara. En tout cas, les Africains connaissent le président Ouattara. Je crois bien qu'à force de vouloir garder le pouvoir à tout prix, quand M. Credo disait tout à l'heure que c'est un procès inutile, oui, sur le plan juridique, des hommes, des citoyens comme vous, c'est inutile. Mais pour Ouattara pense... Pendant qu'il a le pouvoir, il pense après, quand il n'aura pas le pouvoir. Donc tout ce que Ouattara fait jusqu'à présent, c'est pour s'assurer après le pouvoir. Donc aujourd'hui, Guillaume Soro ne le rassure pas. Vous voyez, non, il ne le rassure pas. Tout comme tout ce qu'il a réussi à évancer, il ne le rassure pas. Et vous savez qu'il y a l'histoire des premiers ministres qui sont morts. Là-bas aussi, vous connaissez cette histoire. Et tout se susurre aussi qu'il a un petit frère qu'il est en train de préparer. Parce que Ouattara ne veut pas aller à la CPI, là où il a envoyé les autres. En fait, c'est ça, il ne veut pas. Et nous, il ne veut pas faire la prison, ni en Côte d'Ivoire. Il ne veut pas aller non plus à la CPI. Mais là où Ouattara oublie, à ce qu'il oublie, là où il est beaucoup plus dérangé, mieux que la question politique, c'est que hier, comme tout le monde l'a dit, il a travaillé avec Guillaume Soro. Et c'est le piège qui risque de se refermer sur lui. Le fait même, d'abord, Guillaume Soro, ils l'ont déjà condamné à 20 ans de prison, sur le plan interne. Maintenant, il cherche maintenant... Et c'est lui, il avait dit à Guillaume Soro qu'il va le condamner à perpétuité. Il avait dit ça avant même les procès. Donc, en fait, il avait voulu Guillaume Soro pour assurer son après-pouvoir. Il avait voulu dans ses sérails, mais le contrôler comme une marionnette. En fait, c'est ça. C'est ça que Guillaume Soro n'a pas voulu. Donc maintenant, il faut en finir avec lui. Autrement dit, il n'est pas en paix. Ce qui risque d'arriver à Ouattara, finalement, si Guillaume Soro se rend compte qu'il va finalement tout perdre, il suffit tout simplement de se constituer... de constituer partie, comment on disait, civile. Il va se rendre à la CPI pour reconnaître qu'il a commis des exactions. Vous savez, ce qui s'est passé avec Gbagbo, là, Gbagbo, oui, puisque lui, il a été... Il faut quand même un coupable en Côte d'Ivoire. Il suffit qu'à un moment donné, il se constitue et il commence par parler. Je ne sais pas si Ouattara restera jusqu'à la fin. Oui, c'est après ça qui quittera le pouvoir. Mais j'aurais aimé plutôt qu'il fasse de lui son ami. Parce que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, en continuant, parce que ça, ce n'est pas un procès comme le Sénat, ce n'est pas un procès, c'est un procès politique, tout simplement. Vous voyez, non? Et donc, je crois que Ouattara est toujours dans ça. Il est aujourd'hui, après avoir perdu tous ses premiers ministres, il n'a pratiquement pas le soutien. Et toute l'Afrique sait qu'il a son petit frère, dont on appelle Témé Birahima Ouattara, que tout le monde sait qu'il est en train de préparer pour prendre le pouvoir. Quel est le scénario qu'il lui faut aujourd'hui? Sinon, ce n'est pas... C'est ça que Ouattara est en train de tenter de faire. En même temps, il y a aussi cette phrase qu'on dit souvent, c'est qu'il n'y a pas de réconciliation sans justice. Et la justice aussi passe par peut-être ce genre de procédure.
Ouais, j'ai l'impression que même nos ténors ou bien nos ancêtres ont mal donné des proverbes et des litanies à tel point que quand vous rendez justice, si quelqu'un doit perdre sa vie dans la justice, ses enfants, quand vous refaites réconciliation, ces enfants aussi vont surveiller un jour que vous avez tué leur papa. Donc c'est pourquoi je dis que, en fait, le droit ne rend pas justice, que les gens le comprennent. Le droit est carrément différent de la justice. J'ai donné un exemple à quelqu'un un jour que je peux voler ta voiture. Je prends ta voiture et quelqu'un me croise au niveau du goudron. Mais rien ne pour que j'ai volé, ou tu me l'as donné, ou tu me l'as vendu. Mais celui qui te connaît ne peut pas m'arrêter là-bas parce que je conduisais la voiture de Samuel. Donc, s'il le fait et qu'il s'avérait que vraiment tu m'as vendu la voiture, je pouvais le convoquer et lui créer problème. Donc c'est pour dire qu'il faudrait qu'on fasse attention en parlant de justice. La justice souvent essaie de crisper, de créer un précédent aussi. On n'a qu'à aller vraiment sur le plan de la réconciliation. Il faut pardonner pour que les choses évoluent. Parce que actuellement, si la Côte d'Ivoire s'embrase encore, je ne suis pas sûr que ça va finir parce que tout... Est-ce que Soroé a encore suffisamment de poids à faire embraser Il en a. N'oublions pas qu'il n'a pas démantelé toute la rébellion. Même si on a entendu ces généraux mourir, là, Guillaume Soro, c'est quelqu'un de la rue. C'est quelqu'un qui a connu les petits bastions, les bastions de étudiantins, tout ça là. Donc, la étudiantine, tout ça là. Donc, imaginons que il brandit aujourd'hui qu'on n'a qu'à encore prendre les armes. Comme M. Sossou le dit, si Guillaume Soro va aujourd'hui à la CPI, il dit qu'il reconnaît tous les faits sur 2010 jusqu'à maintenant. Ça voudrait que Ouattara aussi sera inculpé finalement. Donc ça chamboule tout. Et que moi, je pense que Guillaume Soro, Ouattara a tellement peur de lui qu'au lieu de proposer un accord, une sentence, il veut seulement l'écarter parce que, comme M. Sossou le dit toujours, il a peur d'un procès après lui, d'un procès plutôt après lui. Et c'est normal parce que quand vous réglez les choses d'une manière désordonnée et en essayant de créer le chaos partout, tout le monde sera derrière vous. D'ailleurs, même son petit frère qu'il est en train de préparer, ça crée des frustrations chez les gens. Donc, et tout le monde sait ça. Je suis sûr que si Ouattara ne revient pas à lui-même, comme je l'ai dit la dernière fois, on a parlé des gens ici, sont morts. Je préfère ne pas le dire. Ça va encore s'embraser parce que c'est ici avec toi, Samuel. On a parlé de, comment dit, Ambak. Après 3 jours, Ambak est mort. On a parlé de Idriss Déby. Après 2 jours, il est mort. Donc j'aurais voulu dire que Ouattara n'a qu'à savoir raison garder. Raison garder. Merci beaucoup. Nous allons partir pour la pause. Elle va durer 10 minutes, le temps de suivre le journal et nous serons de retour.